Alors bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je vais en effet vous présenter ce travail qu'on a mené avec Olivier Lérez à Toulouse dans l'objectif d'établir un score diagnostique permettant d'amener au diagnostic d'amylose cardiaque chez les patients porteurs d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Alors comme vous pouvez le voir ici, on peut être amené en échographie cardiaque à être devant plusieurs diagnostics étiologiques face à une hypertrophie ventriculaire gauche, avec en haut à gauche le diagnostic assez évident d'une CMH sarcomérique avec une hypertrophie plutôt asymétrique portant sur le septum. En haut à droite, une hypertrophie adaptative liée à un rétrécissement aortique serré. Et en bas, un diagnostic d'amylose cardiaque avec une hypertrophie qui est plutôt symétrique et concentrique. Et on peut le voir également, un épaississement des valves mitrales et aortiques. Donc quand on parle de CMH et qu'on se réfère aux guidelines de 2014, on voit que sur le plan génétique, en majorité, on a un diagnostic de CMH sarcomérique avec des mutations sur le gène de sarcomère dans 40 à 60% des cas. Et seulement dans 5 à 10% des cas, des étiologies plus rares, dont l'amylose qui se situe ici, avec les formes familiales, mutées ou les amyloses AL. Et on pourra le voir que finalement, cette prévalence est probablement sous-estimée puisqu'on diagnostique de plus en plus d'amylose à transthyrétine sauvage ces derniers temps lorsqu'on les recherche. Donc quand on parle d'amylose, on peut être face à ce genre de cas assez typique avec à l'électrocardiogramme, vous voyez un microvoltage prédominant dans les déviations périphériques, une pseudo-onde Q de nécrose et à l'échographie cardiaque, une hypertrophie qui est plutôt concentrique, symétrique et une altération nette du strain longitudinal global qui prédomine sur les segments basaux avec un gradient bas-apex comme on le connaît déjà. Donc ce patient a en effet une amylose à transthyrétine sauvage avec une fixation à la scintigraphie osseuse avec un score à 3 sans gammapathie monoclonale. Donc, excusez-moi. Notre travail avait pour objectif donc d'essayer de trouver des critères cliniques, électrocardiographiques et échocardiographiques qui permettent d'aller vers le diagnostic d'une amylose cardiaque quand on est face à une hypertrophie ventriculaire gauche en échographie cardiaque, comme on peut être amené à l'être très souvent en cardiologie générale. Donc pour ça, notre population avait tous une hypertrophie de plus de 12 mm de septum et non pas 15 comme dans les guidelines de l'ESC. Donc on a pris tous les patients, avec un septum à plus de 12 mm qui avaient bénéficié d'une biologie complète, d'un électro, d'une échographie cardiaque et d'une IRM avec scintigraphie osseuse également. On a exclu les rétrécissements aortiques serrés, les maladies de Fabry et ceux pour lesquels on n'avait pas tout ce screening d'imagerie. Donc, dans cette étude rétrospective, on a pu obtenir 114 patients qui avaient eu tous ces examens cliniques et d'imagerie. Et donc du coup, sur le plan diagnostique, on a retrouvé donc 19 CMH sarcomériques que vous voyez ici. 45 patients pour lesquels on avait une étiologie adaptative avec une étiologie principalement post-hypertensive et 50 patients pour lesquels on retrouvait une amylose cardiaque avec, on va le voir plus tard, une prédominance d'amylose à transthyrétine sauvage. Donc pour le diagnostic étiologique, on s'est basé sur l'algorithme de Gilmore qui dit qu'on doit avant tout rechercher une gammapathie monoclonale dans toute suspicion d'amylose cardiaque avec la recherche de chaînes légères sériques et l'immunofixation sérique et urinaire. Et donc, en cas de gammapathie monoclonale, on est obligé d'aller jusqu'à la biopsie, en priorité périphérique, puis myocardique si nécessaire.
Et par contre, seulement si on n'a pas de gamma-pathie monoclonale retrouvée et qu'on a un score au moins de 2 à 3, on peut poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine et aller jusqu'au génotypage pour différencier les formes mutées des formes sauvages. Donc dans notre population de 114 patients, donc je vous rappelle, on avait 50 amyloses avec 27 sauvages, 15 AL et un peu moins de transthyrétine mutée, d'AL-kappa et d'amylose AA. Les résultats, les voici. Donc, dans notre population, on avait ici la population d'amylose cardiaque, là la population de CMH sarcomérique et là la population d'HVG adaptative, principalement post-hypertensive. Et on voit déjà des différences s'établir avec donc une population d'amylose cardiaque qui est plus âgée, avec des pressions artérielles qui sont plus faibles, plus de fibrillation atriale que dans les deux autres groupes. Moins de bêta-bloquants, ce qui paraît assez logique, et plus de diurétiques de Lens chez ces patients-là. L'électrocardiogramme nous permettait également de dégager des différences avec un plus de BAV1 chez les patients qui ont une amylose cardiaque avec un PR plus long comparé au CMH sarcomérique ou aux HVG post-hypertensives. Un indice de Sokolov qui est paradoxalement faible, en lien avec ce microvoltage connu dans l'amylose cardiaque, qui est discordant avec l'hypertrophie échographique et qui doit faire suspecter une éventuelle amylose. Sur le plan de l'échographie cardiaque, on voit qu'on a une hypertrophie qui prédomine, qui est symétrique, qui est aussi importante sur le septum que sur la paroi postérieure, comparé au CMH sarcomérique et aux HVG adaptatives. Le E sur E' était nettement plus élevé dans la population d'amylose cardiaque et le strain était plus altéré comparé aux deux autres groupes. Donc on s'est intéressé au strain global qu'on aura en cas de mesure en échographie cardiaque et plus particulièrement à la somme des strains basaux qu'on peut calculer rapidement et parce qu'on sait que l'amylose atteint de manière prédominante les segments basaux. Et donc avec tous ces critères-là, on a pu dégager un score avec ces 7 critères que vous voyez là, qui ont une aire sous la courbe plus importante. Donc la pression artérielle en dessous de 130 mm de mercure, un PR supérieur à 200 millisecondes, un Sokolov en dessous de 12 mm, une paroi postérieure au-dessus de 13 mm, un E sur E' de plus de 10, un strain longitudinal global plus altéré que moins 12, et la somme des segments basaux plus altérée que moins 47. Et ce qui nous permettait d'avoir une aire sous la courbe assez intéressante avec, en cas de score supérieur à 3, une sensibilité de 90% pour le diagnostic d'amylose cardiaque, une spécificité de 81%. Et en cas de score supérieur à 5, on a une spécificité de 100% pour le diagnostic d'amylose. Donc on a également montré un intérêt pronostic de ce score avec une survie globale moins importante en cas de score évolué avec un score supérieur à 3 qui est ici avec une survie nettement abaissée pour une médiane de suivi dans notre étude d'environ 10 mois. Donc l'intérêt de ce score est qu'il soit reproductible, facilement utilisable en pratique quotidienne, en cardiologie générale, quand on est face à un patient qui a une hypertrophie ventriculaire gauche en échographie cardiaque, qu'on a sa pression artérielle, qu'on a son électrocardiogramme, qu'on puisse aller ou non vers des investigations supplémentaires, et notamment la recherche de chaînes légères libres, sériques et urinaires, et la réalisation d'une scintigraphie osseuse. Donc le NT-proBNP avait déjà été utilisé dans d'autres publications pour différencier l'amylose cardiaque des autres étiologies de CMH. Le microvoltage est également décrit dans plusieurs publications pour être un facteur discriminant dans l'amylose cardiaque, mais pas que. On a quand même malgré tout des patients avec une amylose cardiaque qui n'ont pas ce microvoltage-là.
Et le gradient base-apex qu'on retrouve dans l'étude du strain avait déjà été démontré dans la publication de Phelan 2012, avec ici, vous le voyez, donc il s'est intéressé au strain ici d'amylose cardiaque, comparé au strain de CMH sarcomérique et de rétrécissement aortique serré. Et en cas de gradient base-apex, donc supérieur à 1, on avait une très bonne sensibilité et spécificité pour le diagnostic d'amylose cardiaque. Donc dans ce papier également issu du registre TAOS, on voit que donc les patients, donc là c'était donc uniquement des patients avec une amylose à transthyrétine, donc c'est des patients qui sont plus essoufflés, plus symptomatiques, avec une pression artérielle plus basse, donc ce qu'on retrouve dans notre score. Principalement des hommes, une oreillette gauche dilatée, une hypertrophie du ventricule droit qu'on aurait pu peut-être ajouter à notre score, parce que c'est vrai que si on la recherche, elle est assez discriminante. Et d'autres paramètres, notamment l'onde S à l'anneau en dessous de 7, qui peut permettre de différencier, de rechercher l'amylose en cas de rétrécissement aortique serré dans un autre papier. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'on peut avoir des patients qui ont une amylose cardiaque sans hypertrophie ventriculaire gauche ou qui ont des formes plus asymétriques qui peuvent, au premier abord, faire évoquer une CMH sarcomérique. Donc en conclusion, on a ces 7 critères qui nous permettent en cardiologie générale, face à un patient qui est symptomatique et qui a une hypertrophie à l'échographie cardiaque avec sa pression artérielle et son électrocardiogramme, de savoir si on va plus loin dans les investigations ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire ? Eve, tu nous as parlé du score de Phelan. Tu l'as mis dans ton modèle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en pratique courante, du score de Phelan APEX divisé par moyen et apical dans ta pratique et puis dans ton score? En pratique, j'utilise une autre publication en cas de fibrillation atriale où ils utilisent le gradient base APEX sur le septum uniquement, où ça peut permettre d'aller un peu plus loin dans les investigations. Après, je pense que les limites de tout ça, c'est qu'on arrive un peu tard sur le diagnostic, et la limite de ce score peut être que c'est chez des patients qui ont déjà une atteinte assez significative, avec une hypertrophie significative, une hypotension, des symptômes, et qu'il ne faut peut-être pas attendre d'en être là pour aller plus loin dans les investigations, mais c'est toute la difficulté de savoir si on va faire des examens complémentaires à tous les patients qui ont une hypertrophie à plus de 12 de septum ou pas. C'est toute la difficulté, mais c'est vrai que le gradient base apex, on a finalement l'impression de le retrouver assez fréquemment en échographie cardiaque et pas que dans l'amylose. Nous, on a vu aussi des patients avec des gradients apex normaux, mais qui avaient des altérations en fait, diffuses du myocarde avec des amyloses, et du coup, en fait, ils ne sortent pas dans le gradient base apex, puisqu'ils sont tellement altérés que tout est altéré, et pour les patients sévères, en fait, ça ne marche pas. Ouais. J'ai une question. Bonjour. Est-ce que vous avez testé votre score déjà dans votre pratique clinique ? Oui. On l'a testé, et on l'a testé également chez les rétrécissements aortiques serrés, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Et donc dans la publication, on a notifié qu'on avait 35 patients avec un rétrécissement aortique serré, dont un tiers d'amylose cardiaque, et le score permettait de discriminer les amyloses en cas de rétrécissement aortique. Donc il faut juste prendre le temps de le faire, mais finalement c'est quand même assez rapide. Après, la limite est que je pense qu'on peut quand même rater des patients qui n'ont pas de microvoltage, qui auront une pression artérielle encore subnormale, voire élevée, et qui ont malgré tout une amylose cardiaque.